À vous tous qui nous écoutez fidèlement, RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaite une très bonne fin de nuit et vous propose cette émission du 19 août 1999 en compagnie de Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coff, Henri-Jean Servat, Jacques Maillot et Jean-Yann. Qu'est-ce que la reine d'Angleterre ne peut pas faire au cours d'une cérémonie officielle alors que tous les autres participants, y compris les membres de la famille royale, le font? Un striptease. Non. Enlever son chapeau. Non. Bailler. Non. Péter. Et voilà, nous y sommes. Oh, j'imagine qu'elle doit bien avoir quelques Elle ne doit pas s'en priver. Reine qu'elle est, hein. Quand il y a 4 heures ou 5 heures à Westminster. On s'en aperçoit pas parce qu'elle fait mettre du plomb dans ses robes. Ce qui fait qu'il y a, quel que soit le vent extérieur ou intérieur à la robe, il y a la grande traîne derrière. Tout, Donc elle est dans une cérémonie officielle et elle serait tentée de faire comme tout le monde à un certain moment. De boire un bailler. Boire un coup. Non, mais le protocole lui refuse cette possibilité. S'asseoir si c'est pas prévu? Non, c'est quelque chose qui lui tiendrait certainement beaucoup à cœur. Elle le ferait plus ou moins bien, mais elle le ferait. Et éternuer? Non, ça c'est pas des choses qui tiennent tellement à cœur. Dire que ça fait partie dans une cérémonie officielle. Aller s'approcher de quelqu'un. Non. Elle se fait pas baiser la main. Non. Adresser la parole à quelqu'un. Non. Ah bon, on a le droit de lui baiser la main, la reine d'Angleterre? Ah oui, mais surtout, on n'a pas le droit de lui parler. C'est elle qui doit vous parler la première. Tu peux lui parler en lui baisant la main, tu veux changer? En faux cul. Non, mais on baisse pas, on s'incline. Elle a son gant, non? Ah oui, des longs gants gris. Vous vous souvenez des fameux gants gris? Ah oui. Bon, alors, nous. Elle n'a pas le droit de faire quelque chose, mais tout le monde peut le faire. Elle n'a pas le droit de faire quelque chose que tout le monde fait spontanément parce que ça appartient à un rituel. Embrasser les gens, patriotique et. Saluer. Non. Serrer la main. Non. Chanter le God Save the Queen parce exactement, que c'est elle. Et oui, elle va pas dire. Ça serait un hymne à sa propre gloire, elle peut pas le faire. Ouais. Donc, elle est la seule à ne pas fredonner l'hymne national. Bonne réponse de Jean-Yann. Ah oui, si elle se met à chanter que Dieu me sauve, ça la fout mal. Donc elle connaît même pas les paroles finalement. Peut-être pas, puis elle doit pas avoir une jolie voix. À force de les entendre, peut-être aussi elle doit les connaître quand même. Moi je trouve ce qui est très impressionnant, c'est quand on voit la reine d'Angleterre qui se fait présenter une armada d'acteurs et d'actrices hollywoodiennes en ringuettes les uns à côté des autres. Je trouve ça extraordinaire. Elle comprend rien, elle connaît pas qui est la carrière de l'un et de l'autre. Et vous savez que pendant que la reine d'Angleterre actuelle se faisait présenter des acteurs et des actrices, il y a eu une séquence qui est extraordinaire et qui est vraie, je vous jure que c'est une histoire vraie. Il y avait Brigitte Bardot qui était présentée à la reine d'Angleterre, ou plutôt la reine d'Angleterre était présentée à Brigitte Bardot, parce que la royauté va plutôt dans l'autre sens. Et elle est partie dans les toilettes pour se repoudrer, pour s'arranger un peu ses affaires. Et quand Bardot est entré dans les toilettes, qu'est-ce qu'il y avait dans les toilettes on appelle ça des powder rooms en fait, il y avait Marilyn Monroe qui était là. Et c'est la seule rencontre qui a eu lieu au monde, pendant que la reine d'Angleterre piaffait d'impatience dans le couloir pour attendre que toutes les actrices soient bien mises en rang serré les unes à côté des autres. Il y avait Bardot et Marilyn Monroe qui étaient dans les toilettes et puis qui ont échangé un mot, se sont regardés dans la glace. Et Bardot raconte qu'elles ne se sont même pas regardées l'une l'autre, elles se sont regardées qu'à travers la glace, comme ça. Par le petit bout de la lunette. Par le petit bout de la lunette. Et elles sont sorties toutes les deux, elles se sont mises dans l'ordre. Et puis la reine d'Angleterre s'est fait présenter et on voit cette photo hallucinante de Marilyn Monroe. Il y a John Crawford et Brigitte Bardot et la reine d'Angleterre qui arrive tout en noir et comprenant pas qu'elle vit un moment historique. Mais elle est vraiment abrutie comme ça? Je crois que ça l'intéresse pas vraiment, elle s'en fout de Marilyn Monroe. Si elle va un peu au cinéma ou bien on lui fait des projections dans ses châteaux. C'est une femme qui doit avoir une vie culturelle comme les autres. Oui, d'autant plus que de s'emmerder dans son palais là-haut. Non, mais ce qu'elle fait quand elle a envie de voir un film, elle se fait passer la liste. Vous savez comment fait la reine. Le Shah d'Iran faisait pareil. Tous les monarques un peu absolus se font communiquer la liste des films qui sortent dans leur pays, les nouveautés. Ils cochent et ils choisissent. Et puis les exploitants leur apportent la copie dans leur palais. Ils regardent le film dans leur palais. Alors comme maintenant... Avec des copains. Avec des copains et des copines. Mais comme maintenant, à l'époque, les mœurs sont un peu évoluées, mais peut-être il y a 10 ou 20 ans, toutes les scènes où il y avait des baisers, où il y avait des nudités, elles étaient bannies, elles étaient interdites de projection à Buckingham. Alors elles devaient regarder
la vie de Bernadette Soubirous au risque de se perdre, ou le Cantique des Cantiques, elle devait regarder que ça. Et encore, c'est même pas sa religion, ce qui fait que c'est pas si elle devait voir grand-chose. Peut-être qu'elle regardait Deep Throat 4-5 fois. Peut-être pas. C'est pas gay, hein, comme Non, lui. pas Non, je il ne va crois pas qu'on dans l'a les dit. restos non plus. Ah, l'autre jour, elle était dans un McDonald's. Oui, elle l'a inauguré. J'ai pensé à Jean-Pierre Coff, j'ai dit encore un affront. Ça pourrait la déconstiper. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Marco. De qui De Gaulle a-t-il dit? Comme chef de l'État, 2 choses lui avaient manqué. Qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Du comte de Paris. Non. Coty. Non, il n'allait pas dire de ça de Du mal. Coty qui lui avait cédé sa place. Chauffer la place, obligeamment, chauffer la place, hein. ouais. C'est d'un chef d'État français. D'un chef d'État français. Pétain. À la guerre, c'était au moment où il n'y avait plus d'État. Lorsqu'il fait cette déclaration, c'est au moment de la libération, ou en Alors c'est Pétain, 45-46. C'est pas Pétain? Pétain. Non. Non. Bah, qui c'était le dernier président à la guerre? Alors, oui, sous Blum, c'était qui le président? Auriol? Non, mais Auriol. non, c'est Ah oui, après. C'est après. Daladier. Tout de suite avant, il y avait comment? Daladier. Mitterrand. Daladier, mais t'es pas Daladier président. Daladier. était Non. président C'était du pas- Conseil. Non, c'était pas Millerand. C'est Oh, pas dis Mitterrand. donc alors, hein, en matière d'éducation civique, là, Oui, là, on coince. là. il y a des faiblesses. Hein. Voyons, au moment où la guerre éclate, il y a un président de la République en poste à l'Élysée. C'est pas Léon Blum est Premier ministre. Non. Il n'est pas Premier ministre, Il est président du Conseil. C'est Exactement. vrai qu'il C'est fait. pas Paul Reynaud, le président du Conseil? Non. Il a été Après. président du Conseil aussi. Et au moment Soyez de la franc, guerre... si vous n'aviez pas le carton, vous le sauriez, ça? Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ah oui. bon. Et je peux même vous dire que ce président-là, en 1945, a demandé sa réintégration au poste qu'il occupait avant la guerre, ce il qui est d'ailleurs gonflé. lui a été refusé. Il s'est tiré alors. Il s'est tiré par la force des choses, C'est oui. pas il aurait- Daladier, c'est pas. Falière, non? Oh, Falière. Non, mais je sais pas, moi je sais pas. Non. Vous vous rendez compte, hein, c'est de l'histoire contemporaine, On avait française. 6 ans, qu'est-ce Mais que ça- c'est? ça- Émile Loubet. Émile Loubet. Mais non, Loubet, c'est bien avant. C'est le dernier président de la Troisième République. Avant, non, on ne souffle C'est pas. le dernier président de la troisième. C'est le dernier président. C'est de la- le dernier président de la Troisième Troisième République. République. Bah, il y a quelqu'un qui l'a trouvé devant, là. Mais où il est Vous le allé direz pendant pas. la Non, je le guerre, dirai il s'est pas. barré où? Il s'est tiré comme ça, il a fui, il est parti. Je suppose qu'il a en été à Amérique. Bordeaux avec le gouvernement, et puis que ensuite, il y a eu l'armistice, Pétain est arrivé, on n'en a plus parlé, hein. Il s'appelait Paul aussi. Non, il s'appelait pas Paul, peut-être qu'il se faisait appeler Paul quand il allait, quand il allait se faire fesser, mais... Ah ça alors, j'avais pas prévu un budget de 1000 francs pour cette question-là. Et hein. comment c'est son prénom? Ah non, oh non, on ne jouera pas à ce petit jeu-là. hein. Gaston. Cet homme qui a quand même eu... Doumergue. Je vais pas le répéter. Mais non, c'est bien avant Doumergue, Falière, Loubet, tout ça, c'est... Il a été élu, je pense, 2 ou 3 ans avant la guerre, donc son septennat était loin d'être achevé. Ah, c'était un militaire. Non, pas du tout, mais il était le chef des armées, hein. Non, le chef des armées, c'était Gamelin. Non, généralissime. Le chef des Généralissime. armées, constitutionnellement, Absolument, c'est le chef de l'État. Ouais. Il le sait, Chirac, ça? À mon Parce avis, qu'il a oui. notre âge, donc il a pas dû l'apprendre non plus à l'école, ce machin-là. Mais on n'en parle jamais de ce type-là. Ah ben, on aurait pu en parler aujourd'hui, mais c'est raté, hein. Il a manqué son rendez-vous avec l'histoire, cette dame. Applaudissements pour Monsieur Marco. Bonne question. À laquelle une bonne partie du grand studio a répondu, mais bon, j'ai Ah oui, pas le droit c'est de leur vrai. donner la parole. Et un mandat de 1000 francs. Ah, Dédé. C'est quoi, Dédé? Albert, ouais. Albert Lebrun. Albert, ah oui, pardon. Albert Lebrun. C'est le. Il avait des grands pieds. Pourquoi? Ah bah si, il avait des grands pieds, on Ah, il y a l'appelait Albert aux grands pieds. Il avait des pieds, il faisait 46 ou quelque chose comme ça. Ah bon, tiens. Vous voyez, vous auriez posé une question sur les pieds, j'aurais répondu, moi. Alors ça vous dit quand même quelque chose? Ah hein, ben bien complètement. sûr. Vous voyez sa tête, il avait une belle Ah oui, tête oui, de tout à fait. notable avec une petite moustache, Bien sûr, Albert Lebrun, bien sûr. toujours très propre, en habit, avec le grand corps. Oh, je le revois encore quand il recevait la reine d'Angleterre, moi. Exactement. Ouais. C'est peut-être lui qui, au moment de l'entente cordiale, était dans la calèche. Ah oui. Oui, hein, je le revois Impossible. bien. oui. Bon, enfin, je vous en veux pas. Il faut bien que de temps en temps, on envoie un mandat. Non, hein. mais on peut avoir des trous. Comment se livre-t-on à l'incubitation? Ça a rapport avec les... Les cubes.
Non, les incubes et les succubes. Non. La succubation, je sais ce que c'est. Vous avez de nombreux tableaux qui représentent l'incubitation sous la Rome antique, car c'était quelque chose que les Romains affectionnaient. On les trempait dans quelque chose, les types? Non. Il y a 2 gros mots là quand même. Oui, mais j'en attendais pas moins. C'est une torture. Ça leur plaisait aux Romains? C'était confortable. Ils étaient couchés quand ils mangeaient? Ils étaient couchés lorsqu'ils le mangeaient. C'est exactement ça. Et appuyés sur un coude, si on en croit la plupart des peintres. Bonne réponse de Jean-Yann. Mais j'incubite des fois, moi. Oui, mais pas sur le côté, si. En regardant la télé, comme ça, j'incubite. Je mange des bricoles, des cacahuètes. On n'est pas obligé de faire un repas énorme. Non, le Romain faisait un gros repas, mais comme il allait vomir après... Avec une main seulement, parce qu'il reposait sur le coude. Mais vous avez fait un film, là, il y a des personnages qui doivent incubiter dans votre film. Ah oui, si, il y a eu des incubiteurs. Oui, oui. Vous voyez, on incubitait, mais je n'ai pas fait le rapport. Et c'est une position que doit aussi affectionner Non, monsieur pas du Coff. tout. Moi, j'incubite assis. Ah, vous incubitez assis. Je préfère. Et dîner au lit? Non, j'ai horreur de ça. Non. Au lit, vous pétez, c'est tout. Si vous voulez, oui, entre autres. Mais oui, non. On est assis pour moi quand on mange. Ou debout, si on grignote. Debout. Ah, ça dépend quoi. La charcuterie, c'est amusant debout. On peut boire debout, par exemple. C'est pas pratique ni agréable de boire couché. C'est la charcuterie avec un boudin dans la main et un verre dans l'autre. On est bien, on peut se promener, parler avec les gens. En tout cas, c'est une réponse qui vient de loin et j'ai bien cru qu'on allait encore faire un mandat. Non, on est plus fort en bouffe qu'en président. Dans les années 20, qui appelait-on des sans-filistes? Des pigeons? Non. Non, les gens qui communiquaient sans fil, c'est-à-dire les radios amateurs ou les... Poste à galène? Alors, c'était les premiers auditeurs de radio. Les premiers auditeurs de la radio, et vous avez eu raison de citer le poste à galène, c'est-à-dire qui pouvaient établir une liaison sans fil. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Jean-Yann. Vous avez certainement connu le poste à galène, monsieur Coff, non? Bien sûr. Ça avait un son très pur, d'ailleurs. Oui, bien sûr. On pouvait prendre que la Tour Eiffel, ça allait pas très loin, mais enfin... Il n'y avait pas beaucoup de chaînes de radio non plus. Ah non, parce que vous étiez, je crois, dans le pilier nord de la Tour Eiffel avec Marconi en 1915. Est-ce que franchement, vous croyez que c'est amusant ce que vous dites? Écoutez, si je suis là, gentiment, et vous m'agressez, qu'est-ce que je vous ai fait? Je supporte vos gauloiseries et je ne dis rien et vous prétendez que je suis né, ce qui voudrait dire que je serais né à la fin du siècle dernier. Oui. 1915 avec Marconi et efficace. Vous vous rendez compte comme c'est désagréable? Vous étiez un très jeune chercheur à l'époque. Oui, non, mais ça, j'apprécie pas du tout, je vous le dis franchement. Ben, je vous présente mes excuses. Oui, mais faites-le. Si j'ai ranimé de mauvais souvenirs. Petit salopard. C'est pas gentil de jouer avec l'âge. Vous verrez, vous y arriverez aux 60 ans. Je préfère vous dire une gentillesse. Je le prends pas comme une gentillesse, mais comme une reconnaissance de l'état civil. Question de Madame Marcy. Autrefois, en boucherie, qu'appelait-on la réjouissance? C'est des morceaux du boucher, là, non? Ah non, ce ne sont pas les morceaux du boucher. On pourrait les nommer, d'ailleurs, les morceaux du boucher. Il y a l'araignée. L'araignée, oui. La poire. La poire. La poire. Il y a la poire, le merlan. La hampe. La hampe, bien sûr. La bavette. Le rond-de-tranche. La bavette. Oui, la bavette fait partie des morceaux La du loyau. boucher. Non, le rond-de-tranche grasse. Bon, mais la réjouissance. C'est un terme de boucher, hein? C'est propre à tous les animaux? Non, c'est propre à la plupart des bouchers. C'est un morceau de boucherie. C'est pas exactement un morceau d'un animal, mais les bouchers y étaient fort attachés à la réjouissance. C'était une action du boucher. Il faisait quelque chose, le boucher? Le boucher faisait quelque chose. Les clients auraient peut-être aimé refuser parfois. D'autres fois, ils considéraient que c'était naturel.
C'est quand il faisait un peu marcher la balance et augmentait le poids. Avec quoi augmentait-il le poids? Le gras. Non. Avec la main, en donnant Les un coup os. sur la balance. Avec avant. les os. Ah. Il mettait des os en plus pour faire le poids. Et il appelait ça la réjouissance. C'est vrai que c'était assez réjouissant. Ah bah oui. Et que parfois on a besoin d'avoir des os, surtout à moelle, mais parfois ça ne sert à rien du tout. Ah, mais pas seulement à moelle. Pour cuisiner, vous avez Il faut besoin souvent des os de- pour de faire la veau, si vous sauce. voulez. Quand vous faites un consommé, vous avez bien besoin d'os quand même. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff, confirmée par Jean-Yann. Restez bien sur RTL. Les grosses têtes de Philippe Bouvard reviennent dans un instant. Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coff, Henri-Jean Servat, Jacques Maillot et Jean-Yann sont vos grosses têtes dans la nuit des temps du 19 août 1999. Ce mépris de l'animal, ce mépris du... Et du légume, hein. Oh bah écoutez, et franchement, La fierté de la carotte quand on commence à... oui, mais C'est la carotte émouvant. est une salope, vous savez, j'en suis revenu. Mais parce qu'elle se tape beaucoup de monde. Mais le poireau, regarde, vous voyez la barbe du poireau, ce qui est à l'extrémité de la partie blanche du poireau. C'est un truc délicieux à mettre dans un consommé. Quand ça arrive sur un étal, que c'est plein de terre, ça, alors que ça pourrait être peigné, bien brillant, appétissant. Ah, il faut le shampoigner avant de le... Ah oui, shampouiner le poireau. Shampoigner le poireau. Ça coûte rien quand on fait les courses d'emmener le poireau chez le coiffeur. On dit, je vais faire un pot-au-feu, je repasserai le prendre tout à l'heure. Faites-lui une petite mise en pli. Je suis étonné qu'un homme comme toi ricane. Alors que tu es sévèrement de la gueule et je te connais bien autour d'une table. Franchement, Le poireau c'est bigoudi. pas le tout de manger. Il faut respecter avant de manger. Question de Madame Simoneau. Quel écrivain a dit, et c'était à la fin du 19e, non, au début du 20e, sauf à de rares exceptions, on ne voit au Parlement que le rebut du pays. Médecins sans clientèle, avocats sans cause et vétérinaires dont les animaux se méfient. C'était un tribun, en même temps qu'un écrivain, qui avait la plume particulièrement cruelle. Il était plutôt de droite. Daudet. C'était Daudet, Léon Daudet, fils d'Alphonse. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et d'Henri-Jean Servat. C'est terrible, ça, hein? Ah oui, c'est terrifiant. Médecins sans clientèle, avocats sans cause et vétérinaires dont les animaux se méfient. Ah, il allait pas. Maintenant, on pourrait dire professeur sans élève. Oui, oui. Question de Monsieur Lacauve, qui est devenu James Morris, le journaliste qui effectua la première ascension de l'Everest en 1953. Qu'est-ce qui lui est arrivé à l'aube de son 45e anniversaire? Tombé. Il s'est noyé. Non. Il est mort? Non, mais il est arrivé quelque chose d'important dans la vie qui n'arrive pas à tout le monde d'ailleurs. Il a été nommé quelque chose? Non. Non. C'était Ça, valorisant? aux yeux de certains, oui. Pour d'autres, surprenant. Et... Il a été élu Oh gouverneur? Il est devenu prêtre? Non, Il a glissé sur une plaque de glace. non, Il est devenu évêque? non, il est devenu quelque chose, mais pas évêque. Il s'est converti? Bouddhiste? Non, Il a monté une église? non, Ambassadeur. non. C'est vrai qu'il est devenu à 45 ans ce qu'il n'était pas précédemment. Femme? Une femme, exactement. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Il a changé de sexe. Mais c'est pas à cause de l'Everest? Non. Non, pas du tout. C'est pas parce que Non, non, là-haut, il avait Bah oui. découvert un truc avec un Sherpa. C'était trop lourd à monter, donc il s'est dit je vais m'alléger pour la prochaine. Il a rencontré le Yeti. Une question médicale de Madame Saint-Jean. Comment s'effectuent les traitements en double aveugle? Dans le noir? Non. Et c'est très très utilisé En chirurgie? par les chercheurs et ensuite par les expérimentateurs. C'est avec la transmission par Non. manipulation.
Et c'est maintenant la règle pour toutes les grandes expérimentations médicales. On ne connaît pas les sujets qu'on traite. On ne sait pas ce qu'on leur donne comme médicament, ou même on leur donne même pas de médicaments du tout. On leur fait Voilà. pas qu'on leur donne. Ah ben c'est le... Ni le patient ni le médecin ne savent s'il s'agit d'une substance nouvelle, d'un médicament ou d'un placebo. C'est ce qu'on appelle le double aveugle et on ne rend que très tard, au bout de plusieurs mois, au moment où on a les résultats. Quand le mec est mort, on dit ça, c'est pas ça qu'il fallait lui filer. On s'est gouré, on est désolé. C'est une bonne réponse d'Henri-Jean Servat. Qu'est-ce que demande Monsieur Tabar? Qu'est-ce que le piper nigrum? Une variété de poivre. Oui, c'est l'arbre à poivre, non? Oui, enfin, il y a plusieurs types de poivres, quand même, plusieurs variétés. C'est le poivre noir. C'est le poivre noir. Gris, oui. Il est noir, c'est à un stade de sa maturation. Il est d'abord vert, ensuite il est rouge, et ensuite il est noir, et ensuite il est gris. Bah, c'est l'arbre à poivre. C'est le poivrier. Qu'on trouve à Boulogne. Moins courant à Boulogne. Dernière citation que nous envoie Monsieur Hogg, qui a dit « La femme fidèle est celle qui ne s'acharne que sur un seul homme. » Sacha Guitry, ça, non? C'est Sacha Guitry. Bonne réponse de Jacques Maillot. Bravo, merci. À la prochaine. Dans un instant, Retour des grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.